Bertrand Tolnevi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Nous allons parler d'antisémitisme parce que vous avez mené plusieurs travaux parlementaires sur ce sujet. Et puis récemment, vous vous êtes prononcé pour demander la déchéance de nationalité de Rima Hassan. Alors j'ai été surpris de la levée de bouclier sur le thème « C'est impossible ». Elle était apatride avant, elle le redeviendrait. La France ne fabrique pas d'apatrides. La déchéance est impossible. Est-ce que vous vous rangez à cet argument juridique ? Alors, c'est pas tout à fait la déchéance de nationalité que j'ai demandé. C'est la levée de son immunité parlementaire. Alors, très bien. Ça, c'est le début pour pouvoir après. Oui. Alors la levée d'immunité parlementaire du Parlement européen. Du Parlement européen. C'est donc, possible, ça ? Alors, pour que la levée de l'immunité soit organisée, il faut que le procureur de la République, qui a été saisi par le ministre de l'Intérieur suite aux propos relevant de l'apologie du terrorisme de Rima Hassan, envoie une demande officielle de demande de levée de l'immunité parlementaire. Une fois que cette demande de levée est faite, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, peut convoquer le bureau du Parlement pour demander le vote de la levée de cette immunité parlementaire. Donc, moi, ce que j'ai demandé avec 94 sénateurs du Sénat de la République, justement, c'est cette levée de l'immunité parlementaire. Alors, la présidente du Parlement européen ne m'a pas encore répondu. N'a pas encore répondu à ma demande. Il y a un délai ? Elle est obligée de répondre dans un délai ou elle fait ce qu'elle veut ? Écoutez, une centaine de sénateurs qui saisissent la présidente du Parlement, ça vaut normalement une réponse extrêmement rapide. Le courrier est parti la semaine dernière. J'espère que j'aurai une réponse cette semaine. J'espère aussi que l'instruction du dossier par le parquet de Paris permettra également de faire cette demande en même temps. C'est-à-dire que sans la demande parallèle du procureur, votre démarche est condamnée à l'échec ? Alors, elle pourrait être validée, puisque pour pouvoir être levée, il faut qu'une autorité compétente demande cette levée d'immunité parlementaire. Est-ce que le Sénat est une autorité compétente ? C'est l'analyse qu'on peut en faire. D'aucuns diront que c'est une décision de justice qui peut lever l'immunité. Encore une fois, il y a plusieurs plaintes en cours d'examen. Il est temps maintenant que Rima Hassan soit jugée pour ses propos. Il y a déjà des précédents de levée d'immunité parlementaire à Bruxelles à l'initiative d'une demande de parlementaires français. Alors, il y a eu des levées d'immunité, bien sûr, qui sont faites régulièrement. Il me semble, à la demande du bureau pour des propos qui ont été proférés au niveau de l'institution du Parlement européen, comme ça peut être le cas au niveau du Parlement français, mais je n'ai pas idée de savoir si cette procédure a déjà été réalisée. Elle a déjà été faite. Il faut savoir que l'année dernière, nous avions demandé déjà cette levée. L'Assemblée nationale l'avait fait. Nous n'avions pas été entendus. Mais là, il s'avère quand même que les derniers propos de Rima Hassan sur le Hamas méritent clairement maintenant que ça aille au bout. Voilà. On va revenir sur ces propos, mais si la levée d'immunité est faite, si le bureau du Parlement européen dit on lève son immunité, qu'est-ce que ça permet derrière ? Ça permet d'être entendu et éventuellement d'être jugé sans avoir le filtre et la protection, le bouclier de cette immunité parlementaire. Et donc, elle peut très bien être mise en garde à vue et elle peut très bien, les poursuites peuvent donc continuer et derrière, peut-être une condamnation à une peine d'inéligibilité, une peine de prison, mais avant de pouvoir arriver à ça, il faut que la levée soit faite. Au Parlement français, les propos qui sont tenus dans l'hémicycle sont couverts par une sorte d'immunité d'impunité. Est-ce qu'au Parlement européen, c'est la même chose ou est-ce que c'est plus large ? C'est-à-dire que les propos tenus dans les médias sont-ils aussi couverts ? Je pense qu'ils sont également couverts. Au niveau du Parlement français, quand vous avez des propos qui sortent du cadre avec des insultes, c'est arrivé régulièrement d'ailleurs ces dernières semaines. À l'Assemblée très récemment. L'Assemblée réunit son bureau, la présidente de l'Assemblée nationale réunit le bureau et peut procéder à des sanctions. Sanctions qui peuvent être l'exclusion jusqu'à 15 jours. Avec suspension de l'indemnité. Le Parlement est son propre tribunal. Le Parlement est son propre tribunal, effectivement. Mais déjà, on peut considérer quand même que Rima Hassan, là, représente l'institution européenne. Quand elle parle, elle est députée européenne. Et donc, le Parlement européen aurait très bien pu convoquer son bureau pour déjà procéder à l'examen et lui attribuer une sanction. Ça n'a pas été le cas, il me semble. Ça n'a pas été le cas. Alors, revenons sur ce qu'elle a dit. Elle est envoyée devant la justice pour apologie du terrorisme. Mais ça avait déjà été fait pour des propos similaires il y a plus d'1 an. Et l'affaire s'est perdue dans les sables. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être condamné pour apologie du terrorisme ? C'est ça la question. Et aujourd'hui, les Français s'interrogent. Quand Rima Hassan dit que le Hamas a eu raison, finalement, de faire des attentats du 7 octobre par résistance au régime israélien, ce sont des propos qui relèvent de l'apologie du terrorisme. Alors elle dit, au regard du droit international, cette action est légitime. Oui, alors elle va s'abriter en disant... Elle est extrêmement prudente, Rima Hassan, elle connaît les règles. Mais malgré tout, et on va en parler peut-être après, le fait de proférer à chaque fois ces propos qui relèvent, pour moi, du terrorisme, et surtout qui est légitime derrière ensuite de l'antisémitisme d'atmosphère.
ça mérite, à mon avis, d'aller plus loin. Donc elle s'abrite, elle est juriste de profession, et elle sait, je pense, jusqu'où elle peut aller, mais à un moment donné, ça suffit. Il est temps de condamner des propos qui sont des propos haineux. Alors, elle dit aussi qu'elle exclut de ce périmètre de légitimité certaines exactions du 7 octobre. Elle ne dit pas lesquelles. Donc, il y aurait les bons et les mauvais crimes, les bons et les mauvais viols le 7 octobre. Oui, exactement. Je crois que tout ce qui s'est passé le 7 octobre est absolument abominable, n'a jamais été condamné. Jamais été condamné par Rima Hassan, comme n'a jamais été condamné d'ailleurs par une grande partie des députés de la France Insoumise. Donc, Rima Hassan est aujourd'hui leur porte-parole, la porte-parole de l'antisémitisme en France. Et maintenant, je pense qu'il est temps de la juger pour ce qu'elle a fait et pour les propos qu'elle dégage et l'antisémitisme qu'elle crée dans la société française. Elle a pu réitérer ses propos aussi parce que Mathilde Panot, qui pour des propos similaires était allée devant la justice, son affaire a été classée sans suite. Il y a un problème du côté des juges ? Je pense qu'il va falloir qu'on se penche justement sur la notion d'apologie du terrorisme. Alors vous savez que la France Insoumise avait déposé une proposition de loi pour supprimer justement l'apologie du terrorisme, pour la renvoyer au droit de la presse. Plus souple. La liberté d'expression ne peut pas tout permettre. Ou à ce moment-là, sinon on peut tout dire sans jamais risquer de sanctions. Donc moi je pense qu'il faut effectivement, et on le verra au travers des plaintes, des articles 40 qui ont été déposés dernièrement, parce qu'il y a quand même plusieurs articles 40. Transmis au procureur. Au procureur, que ce soit le ministre de l'Intérieur, que ce soit le préfet de police de Paris, ou même David Lisnard, président de l'Association des maires de France, qui a lui aussi, suite à ses propos, déposer un article 40. Donc on verra la suite qui leur sera donnée. Mais si réellement c'est classé sans suite, il faudra se poser des questions. Est-ce que le législateur peut redéfinir le terme apologie ? Parce qu'apologie, LFI vous dit, c'est dire que oui, ils ont eu raison, c'est très bien, c'est formidable. Ce n'est pas ce qu'ils disent. Ils disent, ils n'auraient pas dû faire le 7 octobre, mais le contexte, mais la colonisation, etc. Oui, mais il légitime une action d'un mouvement considéré comme terroriste par l'Union européenne. Légitimer, c'est faire l'apologie. On arrive à faire le lien ? Écoutez, dans ce cas précis, je pense que c'est clair. Quand on parle du Hamas en disant que finalement, on peut, au travers du droit international, expliquer qu'ils ont eu raison de se défendre, on valide le fait qu'une organisation jugée, dénommée terroriste, a eu raison finalement de faire des massacres du 7 octobre. Alors, il faut être assez subtil pour lire entre les lignes. Mais à mon avis, il n'y a pas de doute en ce qui me concerne, ces propos relèvent clairement de l'apologie du terrorisme. Peut-être faudra-t-il préciser dans une loi voilà, pour que les juges ne soient pas gênés aux entournures par des propos qui en effet sont toujours très prudents au micro. Peut-être qu'il faudra se pencher dessus en fonction des décisions du parquet de Paris. Je regarderai ça de très près parce qu'effectivement, avec cette mission que j'ai menée avec mon collègue Bernard Fialer, nous allons nous attaquer en tout cas à toutes les formes d'antisémitisme. Et une des formes principales, ce sont les propos justement tenus dans la société française par certains responsables politiques, ou sur les réseaux sociaux. Si ça va au bout cette démarche, levée d'immunité, procès, condamnation, certains disent déchéance de nationalité. Donc je reviens à la question du début. Est-ce que vous y associez ou est-ce que vous considérez que c'est juridiquement perdu d'avance ? Déchéance de nationalité, on ne peut pas déchoir de nationalité quelqu'un qui n'a qu'une nationalité. Ça c'est l'article 25 du Code civil. Donc le Premier ministre peut, après avis du Conseil d'État, conforme, procéder à cette levée, cette déchéance de nationalité, mais uniquement si la personne a une double nationalité. Pourquoi ? Parce que le fait de lever et de déchoir de nationalité Rima Hassan, qui n'est que française aujourd'hui, la rendrait apatride. Et dans le droit commun, dans le droit français, on ne peut pas rendre une personne apatride. Est-ce qu'il faut revenir sur ce principe et dire tant pis, ça fait des apatrides, ils n'avaient qu'à pas se comporter comme ça ? On peut également se poser la question, Christophe Barbier. On peut se la poser, effectivement, parce que après tout, Rima Hassan est devenue française, je crois, en 2010, de nationalité française. Elle n'est que de nationalité française, alors qu'on la croyait franco-palestinienne, on la croyait de plusieurs nationalités. Et finalement, on s'aperçoit qu'elle n'est que française. On peut également se poser la question de revenir dessus. En attendant, moi j'ai vu les analyses des uns et des autres sur cette déchéance de nationalité. On va voir ce qu'il en est. En l'état du droit, à mon avis, ce n'est pas possible. Mais on peut également, là aussi, peut-être se poser la question de revenir dessus. Des naturalisations peuvent être annulées s'il y a eu mensonge. Exactement. Il faudra regarder peut-être. Faudra regarder dans le détail. Certains disent qu'il faut dissoudre la France insoumise. Il y a eu une accumulation de faits. On dissout des associations, on conseille limite. Il faut le faire. Compliqué ? C'est très compliqué. Alors, France insoumise aujourd'hui, un groupe politique d'environ 70 députés. Ils ont été élus de manière démocratique par les Français. Ils sont aujourd'hui un groupe qui représente la voix d'une partie de la population. Par contre, aujourd'hui, ils mettent une ambiance épouvantable à l'Assemblée nationale. Ils créent un malaise dans la société française par leurs déclarations. Je crois que tous les jours, vous avez une déclaration d'un député insoumis, d'un responsable politique insoumis, que l'on découvre.
je vous avoue franchement qu'il y en a certains que je ne connais pas, qu'on voit au fil des jours tenir des propos haineux, tenir des propos qui visent à remettre en question la République française, parce que c'est ça le vrai problème. C'est qu'est-ce que vient chercher la France insoumise à l'Assemblée nationale? C'est fracturer la société française, créer une nouvelle république, laquelle d'ailleurs, je me demande, mais se poser la question, si on autorise leurs députés à se présenter, c'est que le parti est légitimé. Ouais. Voilà. Mais par contre, on ne peut pas accepter tout et n'importe quoi. Donc il faut aussi se poser la question sur la responsabilité des hommes et des femmes politiques qui représentent la nation. Et donc, moi, ce que j'entends au travers de mes rencontres avec les citoyens, c'est que font ces gens à l'Assemblée nationale? Ils ne sont pas dignes de représenter la République, mais vous avez quand même des millions de personnes qui ont voté pour eux. C'est une vraie question également qu'on se pose. Question démocratique. Question démocratique. Vous avez fait voter une loi contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur au Sénat. Oui. Où en est-elle? Alors la loi a été votée il y a environ 3 semaines maintenant. Elle a été votée à l'unanimité au Sénat. Donc cette loi vise à lutter contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur. Donc cette loi, je l'ai déposée avec mon collègue Bernard Fialer, qui est sénateur du Rhône, avec lequel j'avais mené une mission justement sur l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur. Alors si vous me permettez, juste une petite genèse de cette mission. Cette mission a été créée donc en mai 2024, il y a à peu près un an, à la suite d'abord des attentats du 7 octobre 2023, qui a vu exploser les cas d'antisémitisme en France, dans la société française, mais également dans l'enseignement supérieur. Et on se rappelle de cette étudiante juive qui, en avril 2024, s'était vue interdire l'entrée de l'amphithéâtre à Sciences Politiques. Et donc, suite à ça, le bureau du Sénat a demandé l'ouverture d'une mission pour essayer d'expliquer ces causes et voir comment on pouvait lutter contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur. Donc, mission qui a rendu son rapport en juin 2024, qui a débouché sur 11 recommandations. Et sur ces 11 recommandations, 3 relevées du domaine de la loi. Et ces 3 qui relèvent du domaine de la loi, nous les avons traduites dans une proposition de loi que nous avons déposée en octobre 2024, proposition de loi qui a été étudiée au Sénat il y a 3 semaines et votée à l'unanimité. Et qui va aller à l'Assemblée donc? Alors elle va aller à l'Assemblée parce que maintenant, elle devrait être inscrite d'ici le mois de mai. J'ai vu le ministre de l'Enseignement supérieur qui m'a indiqué qu'elle pourrait trouver une place dans l'ordre du jour de l'Assemblée nationale en mai prochain. Nous avons obtenu également la procédure accélérée pour ce texte. Très important, parce que une fois que le texte est voté au Sénat, il va à l'Assemblée nationale. S'il est modifié à l'Assemblée nationale, il revient en deuxième lecture, sauf s'il est en procédure accélérée, ce qui permet d'aller directement en commission mixte paritaire. Et d'aller plus vite pour une adoption. Donc, il y aura des sanctions disciplinaires si cette loi est votée? Alors, le ministre a élargi par un amendement dans la proposition de loi le champ de saisine des conseils de discipline. Vous savez qu'auparavant, pour saisir un conseil de discipline, il fallait soit faire un cas de fraude à l'examen, fraude académique, ou sinon porter atteinte à la respectabilité de l'établissement. On a élargi ce champ de saisine des conseils de discipline. Eh ben c'est très bien. Et vous savez quoi? Vous reviendrez nous en parler quand ça passera à l'Assemblée, en espérant que ça poussera un vote unanime aussi là-bas. Pierre-Antoine Lévy, merci, bonne journée. Merci Christophe. Merci. Radio J.